Est-ce que c'est la fin du bull run? Ça, c'est de l'introduction, ça. Salut tout le monde, aujourd'hui, on va parler du bull run. Est-ce que c'est la fin du bull run? Alors pourquoi je dis ça? Parce que sous de précédentes vidéos, il y a des personnes qui ont commenté en disant que c'était la fin du bull run. Et sous pas mal de vidéos que je regarde en ce moment sur YouTube, on voit beaucoup dans les commentaires qu'il y a des personnes qui sont là, où ils disent qu'il faut se rendre à l'évidence que on est sur un essoufflement, que Bitcoin n'arrive pas à péter au-dessus des 100 000 et qu'on est sur une fin de bull run, qu'on va partir en bear market. Du coup, aujourd'hui, on va aller regarder quelques indicateurs que je vous ai pas encore partagés sur la chaîne YouTube. C'est de l'analyse on-chain. Alors, je suis pas du tout analyste on-chain, hein, je suis pas data analyst, rien du tout. Simplement, je me suis renseigné pour savoir comment interpréter ces indicateurs et vous allez voir que c'est à la portée de tous pour aller chercher quelques informations et se demander si est-ce que oui, on est sur la fin d'un bull run ou est-ce que non, on n'est pas sur la fin du bull run. Alors on va répondre à cette question dans cette vidéo et puis sans plus attendre, let's go, on se retrouve sur mon écran. Alors premier indicateur, le cycle low multiple. Très simplement ici, là, sur la barre qui est un peu plus grasse que le reste, vous avez le jour 0 qui correspond à la date du halving. Et après, vous avez le nombre de jours qui est juste en bas, ici vous pouvez voir, le nombre de jours et le cours, comment se comporte le cours après tel nombre de jours, après le halving quoi. Vous avez le bull run 2013, donc ça c'est la courbe du bull run 2013. Donc vous voyez un premier top entre 100 et 200 jours, un deuxième qui se situe entre les 300 et les 500 jours. Ici, en parallèle, vous avez du coup le bull run de 2017-2018. Vous voyez que ça s'est comporté différemment, mais qu'un top, le top du marché est arrivé, allez, on va dire entre les 400 et les 500-550 jours. Ok. Là, on rajoute le bull run 2021. Lui, on peut voir qu'on a eu un premier top qui se situe entre les 300 et les 500-550 jours pour le deuxième top de marché. Et du coup, aujourd'hui, bon, vous voyez que les bull runs ne se ressemblent pas forcément. Ils se comportent tous d'une façon différente, mais vous voyez qu'on a une zone dans laquelle on vient taper les tops qui se trouvent entre, grosso merdo, les 300 et les 600 jours. Ok, et c'est dans cette phase de temps qu'on vient chercher un top de marché. Donc on peut voir que au niveau du 2018 et 2021, le dernier top des grosso merdo passé dans le même laps de temps, on est aux alentours des 550 jours. Est-ce que vous voyez? On est aux alentours des 500-550 jours. Après, celui de 2013, il date un peu quand même. C'est un cycle qui était très différent. Mais on peut quand même le laisser parce que ça donne de la data en plus, on va dire. Et là, du coup, je vais vous afficher le bull run actuel, donc le bull run 2025. Où est-ce que nous sommes par rapport au nombre de jours? Voilà, il est affiché, vous l'avez en rouge. Donc, on se situe actuellement 272, 13 jours, 274 jours, ok. Donc, regardez la courbe par rapport au reste des cycles précédents, donc les 3 cycles derniers, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a l'air d'être sur une fin de cycle? Je vous pose la question, hein. Je vous pose la question, parce que ça se trouve, ça se comportera totalement différemment et on partira à la baisse. Est-ce que vous voyez, là, le cycle se terminer ici et là descendre. Personnellement, c'est pas comme ça que je vois le scénario et on va utiliser du coup les autres indicateurs pour voir si potentiellement c'est un scénario qui serait plausible. Mais là, vous voyez qu'on se trouve aux alentours des 270-300 jours après le halving et que grosso merdo, sur les 2 cycles précédents, évidemment, les cycles ne se ressemblent pas, ils peuvent être différents les uns des autres, mais on essaye de se baser sur ce qu'on a déjà vécu pour essayer de se dire comment va se passer ce qu'on est en train de vivre. Donc du coup, on n'a que ça à regarder, le passé. Même si on sait que potentiellement ce ne sera pas la même chose, on peut regarder que dans cette direction-là. Donc on voit que les 2 derniers tops se sont faits aux alentours des 500 jours. Même si 2021, on a eu un premier top aux alentours des 300-400 jours, ce qui est possible aussi en 2025, qu'on ait un top de marché qui se trouve premier trimestre, premier semestre 2025. Mais grosso merdo, là pour le coup, cet indicateur nous montre qu'on est clairement pas du tout arrivé sur une fin de cycle. Donc voilà, on va passer à l'indicateur suivant,
qui est le Simple Moving Average, donc une moyenne mobile de 1458 jours. Donc vous avez la moyenne mobile qui se trouve ici, donc la SMA 1458, qui est une moyenne mobile qui, du coup, 1458 jours, ça fait 4 ans. La moyenne mobile 1458, donc du coup, qui se base sur les 4 dernières années, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle sert très clairement de support long terme, pour le Bitcoin. Donc ici, ce qu'on a, c'est du coup les jours. Ce que vous avez là, les petits pointillés, ce sont des jours. Si on fait un zoom dessus, c'est le prix par jour. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on commence à rentrer dans la zone rouge, c'est qu'on est en train de surchauffer. Quand on est dans la zone bleue, on est clairement sur une zone d'accumulation. Et quand on est dans le rouge, on est clairement sur du FOMO. Alors ce qu'on peut voir, c'est que grosso merdo, cet indicateur a eu raison dernièrement. On peut pas s'y fier à 100%, puisque vous pouvez voir que sur le bull run de 2017-2018, il indiquait une surchauffe alors que le Bitcoin était à 2500 $. Donc une surchauffe à 2500 $, ce qui n'a pas empêché du coup l'indicateur d'être en surchauffe jusqu'aux 20 000 $. Vous voyez, le dernier prix c'est 19 000 et quelques. Bon, j'arrive pas à mettre le curseur dessus, mais grosso merdo, on a cet indicateur qui nous disait qu'on était en surchauffe à partir de 2500 $. Donc on peut pas se fier à ça en se disant dès qu'on voit du rouge, c'est que ça y est, il faut vendre, on est en plein FOMO. Par contre, on voit que grosso merdo, il a quand même eu bien raison sur le dernier bull run 2021, même s'il n'indiquait pas une surchauffe sur le deuxième top, sur le premier, on avait clairement une surchauffe. Et là, actuellement, regardez où nous sommes. Donc on a un Bitcoin à 105 000 $, et on voit clairement qu'on est encore dans le vert et qu'il ne nous indique pas une surchauffe au niveau du marché. Encore une fois, ce cycle peut être différent et ça pourrait très bien s'arrêter dans le vert et redescendre. Sur les 1, 2, 3, 4 derniers cycles, c'est pas ce que ça a fait, donc on essaye de se baser dessus et potentiellement on pourrait attendre, avant de se dire ah tiens fin de cycle, on pourrait attendre des premiers points rouges. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que à chaque fois qu'on est arrivé dans le bleu, dans des zones bleues, je galère parce que comme j'ai l'enregistrement d'écran, mon curseur disparaît, donc je sais pas exactement où il est. Bref, à chaque fois qu'on est dans des zones bleues, on est clairement dans des zones où c'est le moment d'accumuler. Et ça par contre, à chaque fois. Autant le rouge, ça a pu se tromper sur le fait que si tu pars sur un FOMO alors qu'on est à 2500 et qui monte juste après jusqu'à 20 000, voilà. Par contre, ça s'est clairement pas trompé. Ici, à chaque fois qu'il se rapproche de sa moyenne mobile, du coup 1458, et qu'il est dans le bleu, on est clairement sur des zones d'achat qui sont ultra intéressantes. Et vous allez voir que pour les prochains indicateurs, c'est pareil. Du coup, voilà pour celui-là, on passe au prochain. Le prochain qui est le New Address Momentum, donc le nombre d'adresses par jour qui sont créées. Et ce qu'on peut voir sur cet indicateur, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur un top de marché, on est sur un top sur les nouvelles adresses qui sont créées sur la blockchain. Donc sur les précédents bullruns, malheureusement, c'est pas significatif puisqu'il n'y avait pas du tout d'intérêt médiatique lors des précédents halvings, enfin des halvings qui se passaient en 2012-2014. Par contre, il y a eu un vrai intérêt médiatique sur l'halving 2017-2018 et ce qu'on peut voir, donc en rouge, vous avez la moyenne mobile, donc ça c'est par rapport aux nouvelles adresses, les moyennes mobiles sont calculées sur les nouvelles adresses, c'est la moyenne mobile 30 jours, vs la moyenne mobile en bleu 365 jours, donc 1 an vs 1 mois. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur un top de marché, on a une explosion des créations de nouvelles adresses sur la blockchain. Donc à chaque fois que ça s'éloigne dangereusement comme ça de la moyenne mobile 365, on voit que potentiellement on est sur un top, parce qu'il y a tellement d'intérêt médiatique, toutes les nouvelles adresses sont créées, il y a beaucoup de nouveaux qui rentrent sur les marchés, donc forcément il faut qu'ils créent de nouvelles adresses Bitcoin, des nouvelles adresses crypto, pour pouvoir commencer à acheter des crypto-monnaies, du Bitcoin ou autre. Dans tous les cas, quand ils ouvrent un compte, que ce soit Swissborg, Coinbase, Kraken, Qcoin, peu importe, ça crée de nouvelles adresses. S'ils déplacent des fonds vers un ledger ou qu'ils achètent justement une ledger pour sécuriser leur Bitcoin ou leur crypto-monnaie, ça crée de nouvelles adresses. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on commence à s'éloigner dangereusement de la moyenne mobile 365,
on est potentiellement sur un top. Et là, en l'occurrence, vous voyez que là, pour le coup, 2018, ça s'était pas forcément trompé, hein. On était plutôt correct. Du coup, si on check pour ce qui s'est passé en 2021, hop, et ben ce qu'on peut remarquer, idem, donc ça s'est produit au niveau du premier top, pas du deuxième, encore une fois. Après, le bull run 2021 était assez particulier, mais on peut voir qu'encore une fois, quand on s'éloignait dangereusement de la moyenne mobile 365, et B, on était encore sur un top de marché, puisque, encore une fois, c'est le FOMO, donc tout le monde en parle, les médias en parlent, les gens s'intéressent, ils vont créer des nouvelles adresses, et c'est ce qui, du coup, fait bouger cette moyenne mobile. Et là, actuellement, qu'est-ce qui se passe, du coup, sur ce bull run 2025 ? Eh ben, on peut voir qu'on est à peine sur le croisement. On est à peine sur le croisement de la moyenne mobile 30 jours avec celle 365 jours. Donc on pourrait imaginer que potentiellement on arriverait encore sur un top de marché quand on aurait une sorte de FOMO au niveau médiatique qui inciterait les gens à créer des nouvelles adresses, à s'intéresser au marché crypto et à rentrer dans le marché. Bah, du coup que la moyenne mobile rouge dépasse du coup largement la bleue et qu'on ait vraiment un écart assez important qui se forme pour se dire que là, ok, par rapport aux créations régulières lissées sur l'année, donc la moyenne bleue, la moyenne mobile 1 an, et bien là on rentre vraiment dans un FOMO où les personnes sont en train de créer massivement des nouvelles adresses. Donc pour l'instant, cet indicateur nous montre aussi que on ne serait pas sur un top de marché. Encore une fois, il y a plein de choses qu'il faut mixer, il y a plein d'informations à prendre en compte. Mais là, encore une fois, pour cet indicateur-là, voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'on est à peine sur un croisement et qu'on est sur un élan. Potentiellement, on va se diriger vers de nouvelles créations d'adresses massives, mais là, ce n'est pas forcément le cas. Si on passe à l'indicateur suivant, donc là, on est sur le P-Cycle Top Indicator. Du coup, qui est en violet, vous avez la moyenne mobile 350 x 2 et en bleu turquoise, vous avez la moyenne mobile 111. Ce que on peut remarquer sur cet indicateur, c'est qu'à chaque fois que... Et alors lui, il est vachement précis. Il est vachement précis, c'est un truc de fou. On va regarder, je vais vous faire des zooms sur cet indicateur, il est précis de fou. Après, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Mais là, pour le coup, il a été plutôt précis. Donc voilà, donc quand la moyenne 111 jours se rapproche de la moyenne 350 x 2, c'est que potentiellement on est sur un top de marché. Et cet indicateur, il est très bon, il a été très bon sur les derniers cycles pour identifier les tops de marché. Donc là, si on se fait un zoom sur le Bitcoin, sur le bull run 2017-2018, on peut voir que le croisement de ces moyennes mobiles-là s'est fait, mais littéralement, on est littéralement sur un top. Et regardez, au sommet, le croisement s'est fait pile poil au sommet, à 19 500. Donc là, c'est assez impressionnant comment cet indicateur a pu, entre guillemets, prédire le sommet 2018. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors attendez, parce qu'il y a je vous ai même pas montré sur le bull run 2014. Même si c'est un bull run qui est très différent, on peut voir que idem, regardez, au moment où le croisement s'est fait, on était sur le top du cycle 2013-2014. Je vous remontre du coup le 2018, regardez le 2018, quand le croisement s'est fait entre ces moyennes mobiles, on était littéralement sur le top du marché, sur le bull run 2017-2018. Si on regarde en 2021, tac, regardez ça. Quand le croisement s'est fait, on était sur un top de marché. Pour le coup, cet indicateur-là, il s'est trompé, sur aucun bull run, il s'est trompé. Voilà. Donc là, encore une fois, c'était un bull run très particulier, celui de 2021. Vous voyez que sur le deuxième top, on n'y était pas, quoi. Mais on a eu un premier signal de top de marché, qui aussi, c'est pareil. Regardez, mais... Quand ça a croisé, qu'elle est venue rejoindre la moyenne mobile 350, on était littéralement aussi sur un top de marché. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre aujourd'hui ? On en est où ? Voilà où on en est. Donc, décembre 2024, on n'a pas encore du coup, c'est pas encore actualisé sur le mois de janvier 2025, mais voilà grosso merdo en décembre 2024 où on était.
Donc on n'a pas du tout la moyenne mobile qui vient croiser, la moyenne mobile 350. La turquoise ne vient pas croiser la violette. Donc on pourrait se dire avec cet indicateur que potentiellement, on n'est pas vraiment sur une fin de cycle, mais plutôt qu'on tend vers un top de cycle bientôt. Mais on n'est pas du tout sur une fin de cycle ou sur un bear market. Indicateur suivant, c'est le NUPL. Le NUPL, c'est les bénéfices nets non réalisés. Donc ça veut dire que vous avez la petite courbe violette, pas du tout. Vous avez la courbe jaune, qui est du coup la NUPL, les bénéfices nets non réalisés. Alors, elle calcule les pertes et les profits non réalisés sur les adresses des portefeuilles, sur les portefeuilles blockchain. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé dans l'euphorie, évidemment, on avait des portefeuilles qui étaient tous dans le vert et que quand on était en bas dans la capitulation, on avait beaucoup de portefeuilles qui étaient dans le rouge. Donc, ce qui en soi est normal, c'est toutes les personnes qui n'ont pas vendu leur position, qui sont dans le rouge total, ce qu'on appelle la phase de capitulation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est rapproché de la zone d'euphorie et que ce graphique est rentré dans le rouge ou s'est rapproché du rouge, on était sur un top de marché. Donc du coup 2013-2014, clairement on est dans l'euphorie. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'on est sur le top du marché, donc pour Bull Run 2013-2014. Sur le Bull Run 2018, qu'est-ce qu'on voit? Quand on est rentré dans la phase d'euphorie, eh bien, on était sur un top de marché aussi. Ce qu'on peut regarder sur le Bull Run 2021, c'est qu'on est venu dangereusement se rapprocher, mais on était encore une fois avec un NUPL aux alentours des 70, 74, 75%. Et ben, on était sur un top de marché, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on peut voir du coup aujourd'hui? Voilà où on en est. On a un NUPL qui est aux alentours des 60%. Possiblement, pour ce bull run, il n'ira pas taper, on ne montera pas dans la zone rouge qui est l'extrême euphorie. Mais je pense qu'on se rapprochera dangereusement du rouge, comme en 2021. Parce qu'en 2021, on a pu voir qu'on n'est pas passé dans le rouge. Mon curseur est en train de me péter les couilles. On n'est pas passé, mais on s'est juste rapproché dangereusement, en fait. Vous voyez? Un NUPL à 75%. Qu'est-ce qu'on a eu en 2021? Un NUPL à 79% au pic, mais vous voyez entre les 70 et les 75%. Qu'est-ce qu'on a eu en 2013? Tac. Un NUPL aux alentours des 80%, mais c'est pareil, c'était il y a bien fort longtemps. On était entre les 70 et les 80%. Et donc là, actuellement, tac, si on regarde où on en est, on a un NUPL qui est aux alentours des 60% et on est encore assez loin du coup de la zone de l'extrême euphorie. Donc ce que cet indicateur-là nous montre, c'est qu'on n'est pas forcément sur un top de marché, on n'est pas dans une zone où on est dans une extrême euphorie. Et comme on sait, à chaque fois qu'on est dans l'extrême euphorie, ça signale un top de marché. Ça signale le top et qu'on va bientôt se retourner. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, si on regarde bien, sur cet indicateur, à chaque fois qu'on était dans la capitulation, donc que les portefeuilles étaient en perte, eh ben, on était sur des points d'entrée qui étaient extrêmement intéressantes. C'est pour ça qu'en fait, là, ces indicateurs-là, ils peuvent nous servir à regarder pour trouver, essayer d'anticiper, même si ça va être extrêmement compliqué et que dans tous les cas, on se fera prendre au piège. Essayer d'anticiper ces tops de marché, se dire quand est-ce que je peux, là on est vraiment dans l'euphorie, ou là il y a vraiment une sorte de bulle sur la création des nouveaux wallets et des nouvelles adresses sur la blockchain. On peut essayer de mixer un peu tous ces indicateurs pour se dire, là potentiellement le marché, on est vraiment dans une zone de surchauffe. Et du coup, ça peut servir pour prendre des décisions. Par contre, à l'inverse, on peut aussi les utiliser dans les périodes de capitulation, dans les périodes de bear market, dans les périodes d'accumulation, où on voit qu'à chaque fois qu'on rentre dans ces zones-là, autant pour où on était ici, à chaque fois qu'on rentrait dans les points bleus, on était dans des périodes d'accumulation, donc capitulation totale, désintérêt total des marchés, et on était sur des zones d'achat qui étaient ultra intéressantes. Vraiment ultra intéressantes. Si on regarde
par exemple, celui-là, donc le P-Cycle, à chaque fois qu'il y avait un énorme écart entre les deux, c'est pareil, on était sur quelque chose de très intéressant quand l'écart se creusait réellement. Sur ce graphique-là, on peut voir qu'à chaque fois qu'on était dans la capitulation, eh ben, c'était aussi des zones d'achat qui étaient super intéressantes. Donc ça, honnêtement, je pense que je me servirai de ces indicateurs-là pour le prochain cycle. Une fois qu'on aura terminé ce cycle-là 2025, le prochain qui s'entamera en 2028-2029, je pense que les années qui viennent, j'utiliserai la plupart des indicateurs on-chain qu'on peut avoir à notre disposition sur les sites comme BitBO, Glassnode, qui sont des sites qui sont gratuits. Si vous voulez avoir des analyses plus poussées, il faut les payer, évidemment. Mais voilà, encore une fois, cet indicateur montre qu'on n'est pas forcément sur une fin de cycle. Et après, on va aller du coup sur un indicateur qui, plus le temps passe, plus il se fait tailler. Et je peux le comprendre, parce que plus le temps passe, et plus il nous montre que on ne peut pas forcément se fier exactement à ce qu'il dit. Donc voilà, donc c'est le Bitcoin Rainbow Chart. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on est dans une zone d'accumulation. On est sur un Bitcoin qui est aux alentours des 100 000, 105 000 dollars aujourd'hui. On n'est pas sur une zone d'accumulation, clairement pas. Du coup, ouais, on voit qu'il raconte un peu, plus le temps passe, plus il raconte un peu de la merde, mais ça on le savait, puisqu'on sait que la volatilité est amené à baisser avec le temps sur Bitcoin. Mais voilà, là techniquement, si on s'en réfère à ce modèle-là, on devrait avoir un Bitcoin qui tape le million pour la fin du bull run, mais vous voyez bien que ça s'est pas du tout passé, en 2021. Même si en 2021, on était dans quelle zone? On était dans la zone du FOMO intensif. Et là, actuellement, on est dans une zone d'accumulation. Je ne pense pas. Donc, on peut se servir de cet indicateur pour voir les tendances futures, hein, puisque globalement, on reste quand même là-dedans. On oscille là-dedans. On pourrait imaginer que début 2028, oui, lors du halving, on pourrait avoir un Bitcoin qui, déjà, dans tous les cas, sera au-dessus des 100 000 dollars. À moins qu'on passe en dessous. Et dans ce cas, ce serait aussi assez inquiétant de 2028 se retrouver avec un Bitcoin qui serait en dessous des, je sais pas, peut-être 80 000 dollars, 100 000, 80 000 dollars. Ce serait un peu inquiétant. Donc lors du halving, on pourrait imaginer que voilà, le premier semestre 2028, on ait déjà un Bitcoin qui soit aux alentours des 200 000 dollars. Donc bon, après là, ça c'est complètement de la spéculation, mais dans la phase de cycle, vous pouvez voir qu'à chaque fois, on a eu des tops de marché qui se trouvaient une dizaine de mois, quinzaine de mois après le halving. 0,5, 0,4, 10, c'est à peu près ça. Et vous voyez que par rapport au dernier halving, vous voyez où on en est. Vous voyez le chemin qui nous reste à parcourir. Donc normalement, si on suit les derniers cycles au niveau des phases de marché, le temps que dure une phase de marché, on devrait avoir un top de cycle soit avant l'été, soit après l'été. Donc soit premier, second trimestre 2025, soit dernier trimestre, 2025, donc automne 2025, quoi. Ce qui serait cohérent avec le reste. Pour après rentamer 1 ou 2 ans de bear market, pour potentiellement après recommencer à monter début 2028, fin 2027, début 2028. Donc voilà, mais on peut voir que cet indicateur, plus le temps passe, vraiment plus il raconte de la merde, quoi. Et pourquoi j'avais mis ça? Oui aussi, petit point, pour les personnes du coup qui disent que voilà, on est sur une fin de marché, Bitcoin, tout ça, on atteint un top de marché. Cet article-là, c'est pour vous montrer qu'en fait, l'ETF OR, qui a été lancé en 2003, l'ETF OR qui a été lancé ça doit être quelque chose comme ça, 2003-2004, qui a plus de 20 ans. En 20 ans, l'ETF OR a réussi à accumuler 128 milliards de dollars sur son ETF. Okay. L'ETF Bitcoin qui a été lancé, donc les ETF qui ont été créés par BlackRock, ça permet aux gens plus fortunés de rentrer sur les marchés
sur les marchés des crypto-monnaies. L'ETF Bitcoin qui a été créé, il a fait son introduction en janvier 2024. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en quelques mois, voire une année, l'ETF Bitcoin a dépassé les 20 ans d'accumulation sur l'ETF Or. En une année, il a fait ce que l'ETF Or a fait en 20 ans. Puisque du coup, actuellement, on est à 130 milliards. On est à 130 milliards pour l'ETF Bitcoin. En un an, il dépasse ce qu'on fait sur l'ETF Or. À savoir, ceux qui investissent dans l'or, c'est clairement dans un but de réserve de valeur. Tu achètes de l'or parce que tu sais que c'est une réserve de valeur. L'or, depuis 20 ans, ça fait que monter. Même s'il y a eu des phases aussi, des cycles où ça a descendu, grosso merdo, ça a déjà fait ses preuves depuis des siècles que l'or était un marché de réserve de valeur. Bitcoin, un peu plus compliqué à convaincre, puisque étant donné que c'était un actif en ligne qui était extrêmement volatile, mais a fait ses preuves et aujourd'hui est considéré comme une réserve de valeur numérique. Et vous voyez qu'en un an, il a fait les mêmes résultats. En termes de capitalisation boursière, l'ETF a fait les mêmes résultats que les 20 dernières années sur l'ETF Or. Si ça, c'est pas un signe bullish, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc voilà, c'était pour ajouter une petite info supplémentaire. En gros, voilà pour ce que je vous ai montré sur ces indicateurs. C'est des indicateurs que je n'avais pas encore montrés sur la chaîne. Comme je vous ai dit, je ne suis pas analyste on-chain, mais vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué pour comprendre ce que veulent nous dire ces indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre à la lettre, puisqu'il faudrait en cumuler plusieurs. C'est pour ça que je vous en montre plusieurs. Et en cumulant tous ces indicateurs, on peut arriver à se dire « Ok, on est dans telle ou telle tendance, on est dans telle ou telle phase de marché. » N'utilisez pas juste un indicateur pour vous dire « Ok, là actuellement, on n'a que des points verts et pas de points rouges, donc je continue d'acheter. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un indicateur qui peut avoir pas des informations qui sont erronées, mais ne pas être aussi efficace que les derniers bull runs. Mais tous cumulés, on peut voir que pour l'instant, la direction que nous donnent ces indicateurs n'est pas du tout... qui n'a rien à voir avec un bear market, quoi. Vraiment, ça correspond, mais à rien du tout. Les gens dans les commentaires qui disent « Ouais, machin, on est en bear market, vous allez voir que premier trimestre 2025, tout le monde va se faire tège. » Renseignez-vous, essayez vraiment d'aller chercher des informations. Et ne commentez pas ou ne balancez pas vos avis sur le fait d'avoir vu une vidéo YouTube d'une personne qui était peut-être un peu plus pessimiste que la moyenne et de vous forger votre avis uniquement avec les dires d'un analyste ou une personne qui a fait une vidéo sur YouTube. Vraiment, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et je vous dis, j'ai vu un nombre de commentaires incalculables qui parlent de bear market. Pour l'instant, ça ne correspondrait, mais alors pas du tout aux phases de marché, au timing dans le marché, au timing des phases de marché, ça ne correspondrait pas du tout. Donc après, on n'est jamais à l'abri d'un signe noir, du famoso Black Swan, qui pourrait faire qu'effectivement, il y a des news qui pourraient être tellement impactantes pour le marché des cryptos que ça pourrait déclencher effectivement des ventes ou un sentiment de peur excessif qui ferait qu'il y aurait une baisse de marché. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir sur Bitcoin, c'est qu'on est clairement dans une zone d'indécision, puisque ça fait quelques semaines ça fait quand même plusieurs semaines qu'on joue avec la même zone, où on est aux alentours des 100 000 $. Ce qu'on peut voir, c'est que là, clairement, on est dans une zone d'hésitation, et il y a une décision qui va se prendre dans pas longtemps. Et la décision, c'est soit on va partir pour aller péter des nouveaux sommets, dans ce cas-là, on peut s'en référer à Fibonacci, et on pourrait imaginer un Bitcoin qui s'envole vers les 120, 130, 140 000 $, ou alors on va aller revisiter plus bas, pour aller s'appuyer sur nos anciens supports. Et là, je l'ai mis en gras, les anciens supports sont aux alentours des 74 000, 75 000 $. Donc on pourrait aller revisiter ces niveaux-là avant de repartir par la suite. Mais si on se reprend une correction, ce qui ferait quoi? Ça ferait une correction de combien là? Ouais, ça ferait une correction quand même de 30% si on part de là où on est actuellement, donc de 104, 105 000. Mais disons que c'est des choses qu'on a déjà vues lors de précédents bull run. Regardez, si je mets sur celui de 2021, regardez, on est en plein bull run. Hein. 2017, moins 39%, en plein bull run. Hein. Si on vient prendre ici, tac, moins 28%.
En plein bull run, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, celui-là, je l'ai raté. Regardez. Tac. Moins 40%, en plein bull run. Toujours. Voilà. Là où ça devient inquiétant, si on fait... on s'en réfère par exemple à celui de 2018. On va aller checker celui de 2021 après. Mais si on fait celui-là... Tac, la première descente. Voilà, là on commence à avoir du moins 50%. Ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur. La deuxième... Moins 50%. Ça a fait peur. Et là, bon, bah, si on va me prendre en bas, moins 60%. Là, ça, c'est des mouvements qui font peur. Et effectivement, vous pouvez voir que là, on était en bear market. Là, 2021. Regardez, ici, on a eu une grosse correction avant la dernière poussée. Si on prend celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh! Moins 30%. C'est bizarre, ça, quand même. À chaque fois, c'est la même chose. Regardez, on a une autre correction ici avant la dernière impulsion haussière de 2021. Moins 25%. Imaginons qu'on vient revisiter cette moyenne mobile. On serait à moins 35. Et si on pète cette énorme résistance qu'on a, là c'est vraiment une très très grosse résistance, puisqu'elle a été formée déjà en 2021. Hein, on voit que ça a venu toucher, d'ailleurs ça a été les tops de marché, on voit que c'est une énorme zone de travail entre les 60 000 et les 70 000. Si on revient visiter par contre, vous voyez, cette zone-là, on commencerait à rentrer dans des moins 40%. Je vous avoue que là, par contre, ça commencerait à faire peur. Là, on va pas se mentir, on va pas commencer à jouer les gens qui ont les épaules solides, ça commencerait à faire peur. Voilà. Mais, pour le moment... Est-ce que vraiment ça ressemble à un bear market là? Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous fait penser à un bear market? Absolument pas, on est sur des corrections qui sont saines. Dans le marché traditionnel, effectivement, 40, bon pas 40%, mais 10%, 15% sur le marché traditionnel, oui c'est beaucoup parce que c'est énormément plus capitalisé. Donc du coup, une baisse de 10% représente mais 10, 20, 50 fois plus d'argent qu'une baisse de 10% dans le marché des cryptos. Et par contre, c'est des choses qu'on a vues mais largement... On est habitué à ça. Dans le marché des cryptos, tu te réveilles un matin, tu as moins 20% sur ton portefeuille, ça fait chier. Ça fait chier, mais c'est ok. C'est ok. Donc là, encore une fois, une correction de 30%, ça pourrait être une correction saine, elle ferait mal. Ah, je vous mens pas qu'elle ferait mal. Elle ferait mal et elle ferait peur, c'est sûr. Mais voilà, on a des niveaux de prix à respecter. Si on vient péter ces niveaux de prix, il y a de quoi s'inquiéter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on viendrait crier au bear market. Regardez la vidéo qu'a fait Eric Larchevêque, le créateur de Ledger, qui, pour lui, je crois qu'il dit premier trimestre ou fin 2025, il voit un Bitcoin à 250 000 $. On est sur une personne qui détient, je pense que c'est une baleine dans le monde de la crypto. On est sur le créateur de Ledger, hein, les premières clés de sécurité dans le monde. Au niveau cryptographique, on est sur une personne qui a créé du coup une start-up qui aujourd'hui est une licorne française valorisée à plus d'1,3 milliard de $. On est sur une personne qui a un vrai recul, qui a une vraie analyse. Je crois que le Pélo il est là depuis 2011-2012, tu vois. Lui il te fait des vidéos pour t'expliquer. Regardez Vincent Gann aussi, qui propose une analyse avec un Bitcoin aux alentours des 140 000 $, début second trimestre 2025. On est sur des gens qui sont des vrais analystes, qui ont un vrai background, qui savent, entre guillemets, ce qu'ils racontent. Et vous avez les nouveaux débutants qui sont arrivés depuis 3 jours sur le marché des cryptos, qui ont regardé 2 vidéos sur YouTube, qui voient une baisse de 5%. Allez, nous sommes actuellement en bear market. Je sais très bien ce que je dis. J'ai investi 500 € et ça fait 2 mois que je suis là. Va te faire enculer. Même moi, je commente pas les vidéos. Bon, alors, je suis personne, hein. Vraiment, mes analyses, il y a plein de fois où je me trompe, j'essaye de faire avec ce que je connais, j'essaye de me baser sur l'expérience de personnes qui ont vraiment de l'expérience. Même moi, je commande pas les vidéos. Je suis pas là sous les trucs à dire « Non, là tu te trompes ». Non, on sait pas ce qui peut se passer. Par contre, si on s'en réfère à ce qui s'est passé déjà dans le passé, on pourrait se dire que voilà, bah non, déjà pondère un peu plus ton avis, tu vois. Et essaye d'aller faire un peu plus de recherche avant de commencer à ouvrir ta gueule sous les vidéos alors que ça fait 3 semaines que tu connais le Bitcoin. Voilà.
molto bene, molto bene. Donc, grosso merdo, voilà pour ma très grande analyse du marché, absolument pas pour mon analyse très humble qui ne vaut pas un sou, ok? Qu'on soit d'accord, ça ne vaut pas un sou. Peut-être que certaines personnes vont regarder cette vidéo, ça peut vous rassurer sur la direction du marché. D'autres vont regarder cette vidéo en disant mais qu'est-ce qui raconte que de la merde? Dans les deux cas, bah, vous avez tous raison. Mon analyse ne coûte rien du tout et je vous partage simplement mon sentiment par rapport à ce que je vois sur les marchés. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Vous aurez compris, pour ma part, on n'est mais absolument pas du tout en bear market, vraiment pas. Donc, c'est ok pour moi, les positions ne sont pas clôturées. Même si demain on prend un moins 20, moins 30%, ah là, vraiment, ça ferait vraiment mal. Parce que je vous rappelle que si Bitcoin demain prend un moins 30%, les altcoins, Starfou, là, ça va vraiment faire mal. Je parle même pas des mêmes coins. D'ailleurs, on devrait parler du même coin de Trump, mais ça fait déjà 50 minutes que j'ouvre ma gueule, donc on va passer à autre chose. Voilà, grosso merdo les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo pourra éclairer certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez, vous faites ce que vous voulez. Et ce sera tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, faites attention à votre portefeuille. Prenez soin de vous et vos finances. La bise, beso, beso, c'est ciao.